Bienvenue à Rémi Ménage. Nous sommes dimanche 24 novembre 2013. Nos invités, c'est Moudignan, écrivain. Moudignan, on ne le présente plus aux Sénégalais. Il est célèbre de par ses contributions exemplaires, ensuite de par aussi ses positionnements sur la société civile. Nous sommes aussi avec Youssou Diallo, ancien dirigeant des mouvements étudiants, ancien conseiller du président de la République et ancien conseiller spécial du Premier ministre économiste et énarque. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, le débat qui se pose et bien qui est imposé entre guillemets par la presse, c'est celui de cette sorte de querelle de borne-fontaine à la présidence de la République entre la démission de Moubarak Lo, ex-directeur de cabinet du président, la réponse du président, la réplique de Moubarak Lo. Quelle analyse en faites-vous? Alassane, d'abord je te remercie de m'avoir invité. Vous êtes le bienvenu. Bon, je salue vos auditeurs, je salue également M. Diallo, que je suis heureux de rencontrer pour la première fois. Alassane, moi je crois que je ne suis pas sur la même longueur d'onde de beaucoup de mes compatriotes. Pourquoi? Je suis profondément déçu et même peut-être très très inquiet pour l'avenir de mon pays. Pourquoi? Très inquiet. Vous savez, depuis 53 ans d'indépendance, Alassane, nous appartenons encore à cette liste peu enviable et peu enviée des pays pauvres et très endettés. Notre pays fait face à des questions lancinantes qui demandent des réponses urgentes et durables. Alors, au lieu de nous mettre à travailler et d'apporter ces réponses-là à ces questions lancinantes, le Sénégal se distingue. C'est ce que je constate. Par le bavardage. Nous ne faisons que bavarder, nous ne faisons que faire de la politique politicienne. Au lieu de nous mettre au travail pour rattraper ce retard, nous passons le plus clair de notre temps à faire de la politique politicienne. Par exemple, quand Youssou Ndour démissionne, on en fait un événement, peut-être c'en est un, mais on le commente pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. L'ancien directeur général de la FAO démissionne, il en est de même. Tout dernièrement, c'est la démission de Moubarak Lo, de son poste de directeur général adjoint, directeur de cabinet adjoint du président de la République. On en parle. Même le président de la République entre dans la danse. Je crois que le Sénégal de 2013 a autre chose à faire que de passer ton temps dans des querelles politiciennes. Et c'est ce que nous faisons malheureusement. C'est la raison pour laquelle je te dis que je suis inquiet. Nous ne sommes pas prêts en tout cas à sortir de cette situation de pays sous-développés, pauvres et très endettés, parce que nous ne travaillons pas, nous ne faisons que bavarder, nous passons notre temps à de la politique politicienne. Et de ce point de vue, les gouvernants sont les premiers responsables. Youssou Diallo, vous partagez l'analyse de Moudignan? D'abord, je salue le doyen Moudignan, avec lequel je dois discuter et débattre aujourd'hui. Et je lui rends hommage pour sa pertinence, surtout pour sa belle plume, très acérée, mais aussi ses positions extrêmement courageuses, que des fois que je ne partage pas, mais je salue son courage. C'est vraiment un intellectuel au sens organique du terme. C'est ça la démocratie. Maintenant, pour ceux qui... Je salue aussi vos auditeurs, et ça fait longtemps que d'ailleurs je ne suis pas venu à Rémi Ménage. Ces derniers temps, j'ai essayé d'observer un peu la vertu du silence. Parce que quand on bavarde, comme disait le doyen, on n'a pas des fois le temps de s'écouter. Et la sagesse commence d'abord par le silence. Et au Sénégal, aujourd'hui, cette vertu est en train de disparaître. Pour ce qui concerne la question que nous allons aborder, je pense qu'elle est très importante, mais aussi elle est grave. Parce que de quoi s'agit-il? Depuis la seconde alternance, nous avons vu qu'en l'espace de 15 à 18 mois, le président de la République a changé 3 fois de directeur de cabinet, 2 fois de secrétaire général. Et il y a eu des cascades de démissions. C'est inédit, je crois. C'était d'abord Doudou Ndoye qui est parti. Ensuite, il y a eu Youssou Ndour. Il y a eu Jacques Diouf. Et aujourd'hui, nous avons Moubarak Lo. Donc ça veut dire quelque part, il y a un problème au niveau de la plus haute institution, de la clé de voûte, au niveau de la clé de voûte des institutions, qu'est la présidence. Et que le président sorte pour au moins
parler aux Sénégalais sur cette question, je pense que c'est tout à fait normal, c'était opportun de repréciser la nature des collaborateurs avec lesquels le président souhaiterait travailler. Parce que ce n'est pas rien. Une démission est un acte de responsabilité individuelle et personnelle. Généralement, on ne commande pas une démission. On dit pour convenance personnelle. Le président, dans le choix de son cabinet, parce que c'est des gens qui étaient dans son cabinet. Dans un cabinet, il y a 2 critères de choix. Il y a un critère objectif, sur la base des diplômes, sur la base de la hiérarchie de l'individu, de son niveau intellectuel. Mais surtout, il y a un critère subjectif qui s'appelle la confiance. Et le président distribue les rôles et les postes en fonction du niveau de confiance qu'il a par rapport à un individu. Et si une personne estime qu'elle est mise en marge, qu'elle n'est pas utilisée à sa pleine mesure, ou qu'il y a des problèmes de convenance, c'est aussi un acte de courage intellectuel de démissionner. Mais quand on démissionne d'une institution aussi prestigieuse, je crois qu'on doit toujours se comporter en homme d'État. Et c'est là où je déplore quand même la réaction de mon ami et frère Moubarak Lo. Parce que se mettre à jauger le niveau de patriotisme du président, se mettre même à dire que je serais même plus patriote que le président, je crois que quelque part c'est une espèce de dérive et même à la limite d'insulte à la conscience des Sénégalais. Modignan, est-ce que aussi le président devait aussi faire cette sortie après la sortie de Moubarak Lo? Je ne crois pas. Moi, je pense que le président de la République a autre chose à faire que de répondre immédiatement. Il aurait pu peut-être attendre 2 jours, une semaine peut-être, profiter d'une opportunité d'un conseil des ministres ou d'une autre instance pour répondre même indirectement à Moubarak Lo. Mais se mettre en ligne comme ça pour répondre directement, je ne crois pas que ce soit le rôle d'un président de la République. Là, vraiment, je ne suis pas... Bon, Moubarak Lo, c'est vrai, vous avez dit une démission, c'est une question personnelle. Il est libre. Il a été choisi par le président. À un moment donné, il ne se reconnaissait plus dans sa fonction de directeur de politique adjoint. Mais il démissionne. Les gens prennent acte. Il n'y a aucun problème. Il est vrai, il a parlé de patriotisme, mais il a un peu répondu au président de la République. Je ne sais pas si vous avez écouté la déclaration du président. Il a un peu répondu au président de la République. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, oui. Justement, est-ce que dans la déclaration du président, il n'y a pas un problème de fond? Parce que si on lit cette déclaration, on comprend derrière beaucoup les lobbies, les gens qui sont au cabinet du président, qui sont dans des marchés, dans des trucs, dans des sortes de traquenards. Et semble-t-il, c'est une réponse. Cette réponse-là peut être destinée à ces gens-là qui sont avec le président, qui cherchent tout le temps à faire des marchés, à chercher de l'argent, des gens qui pleurent, qui disent qu'ils sont dans une austérité, qui n'ont pas les moyens. Tu sais, nous nous trouvons devant ce qu'on pourrait appeler un choc d'ambition contraire. Au niveau de Benno Bokk Yakaar, les gens qui sont servis, parce que c'est le mot, qui ont une direction d'agence ou présidence de conseil d'administration ou de conseil de surveillance, etc., ils sont là, ils veillent à ce que leur prébande ne leur soit pas retirée. Le fromage. Et il y en a qui n'ont rien Qui crient. et qui crient. Ça au sein de Benno. Dans l'autre coalition, Macky 2012, c'est des gens qui sont pressés, et bien que Benno éclate, pour qu'il hérite des postes que ces derniers-là. Tout autour du président de la République, il y a un certain nombre de personnes qui sont là, qui veulent manifester leur présence, n'est-ce pas, etc., qui bougent. Soit qui veulent sauvegarder leur prébande, soit qui veulent accéder à des prébandes. Donc, il y a un certain nombre d'ambitions qui se manifestent, d'ambitions contraires, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais la paix. Toutes ces réactions-là, parce que dès que Moubarak a fait publier sa démission, ben, les gens, lui, sont rentrés dedans, au niveau de la présidence de la République. C'est extraordinaire, moi. Je crois que le Sénégal a autre chose à faire que ça. Mais ce qui est extraordinaire, Youssou Diallo, cela intervient au moment où les Américains célèbrent les 50 ans de la disparition de Kennedy, qui disaient chaque Américain doit voir ce qu'il peut faire pour son pays, pas pour ce que son pays peut faire pour lui. C'est extraordinaire. Au moment où ça intervient au Sénégal, dans un pays sous-développé, où les gens sont plus omnibulés par des prébendes pour capturer l'argent des Sénégalais que de travailler. Vous avez raison, Alassane. Je crois que au Sénégal, les gens veulent commander sans apprendre à obéir.
C'est parce qu'aujourd'hui, la présidence, pour la plupart, et certaines institutions, sont inondées de gens qui ne sont pas des fonctionnaires ou des agents non fonctionnaires dans l'âme. Parce que le fonctionnaire, c'est que la première vertu du fonctionnaire, c'est de savoir obéir. Et particulièrement au pouvoir hiérarchique. Hier, quelqu'un comme moi était conseiller du président. Avant-hier, il était conseiller du Premier ministre. Après la chute du régime, je me suis retrouvé dans un ministère comme simple agent. Et aujourd'hui, je suis conseiller technique numéro 1. Je pouvais aujourd'hui dire que oui, j'ai été à tel niveau, je ne peux plus me retrouver à tel niveau. Alors que ces positions-là, c'est des nominations. Mais est-ce que l'erreur, c'est pas d'avoir choisi peut-être des gens qui n'ont pas de culture administrative, qui sont auprès du président, qui viennent du privé, qui eux sont omnibulés par gagner de l'argent. Mais exactement, c'est ce que je veux dire. Autant de Senghor, autant d'Abdou Diouf, on n'a jamais entendu ce genre de situation. Parce qu'à la présidence, pour l'essentiel, à 90%, on avait des agents de l'État comme conseillers techniques ou collaborateurs du président. Mais maintenant, on prend des gens qui, manifestement, ont des conflits d'intérêts avec l'État. Ils ont des intérêts à sauvegarder. Ils sont conseillers parce qu'il y a tel dossier que je veux faire aboutir. Et lorsque le président s'en saisit et les empêche de réaliser leur funeste œuvre, mais c'est des gens qui tirent la conséquence en démissionnant. Mais Mourinho, ça repose le choix des personnes qui ont mis dans des postes de responsabilité aussi. Et c'est d'ailleurs, quand on parle de gouvernance efficace, efficiente, etc., il y a la question des hommes et des femmes. La nomination des hommes et des femmes, chez nous, est un véritable problème. Ça a commencé. Vous avez dit, avec Wade et Senghor, eh bien, c'était pas ça. À la présidence de la République, à l'époque, il y avait des gens de qualité, des gens qui avaient un certain background, des énarques, etc., avec une expérience avérée de l'administration, etc., et des sources de l'État. Mais aujourd'hui, notre grand problème, c'est le choix des hommes. D'ailleurs, 3 mois après l'arrivée de Macky à la présidence de la République, j'avais fait une contribution que j'ai consacrée à la nomination des hommes, parce qu'on ne comprend pas que des gens qui n'ont aucune expérience avérée des affaires publiques soient nommés à des postes stratégiques. C'est extraordinaire. Alors, tant que les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, ne sont pas nommés, nous aurons toujours des problèmes. Et le problème de gouvernance efficace, efficiente, etc., c'est un faux problème. Tant que les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, ne seront pas nommés. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas ce qu'on appelle appel à candidature? Absolument. Mais absolument. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans les assises nationales, nous avions proposé que la nomination à des postes stratégiques se fasse après appel à candidature. Une grosse structure comme le port, par exemple, la poste, etc. Les régies financières. Les régies financières. Eh bien, on ne devrait pas simplement se réveiller un bon matin pour nommer n'importe qui. Il faudrait les nommer après appel à concurrence, etc. Moi, je crois que tant qu'on ne fera pas attention à la nomination des hommes et des femmes qui nous gouvernent, il y aura des problèmes. Youssou, est-ce que cela ne pose pas quelque part, par ricochet, le problème qui se pose à Benno Bokk Yakaar, de carré de positionnement, d'accaparement des richesses des Sénégalais, au fond? Oui, je le disais tout à l'heure en off lorsqu'on discutait tout à l'heure. J'ai dit, à l'époque de la gauche révolutionnaire, il y a un concept que nous utilisions qui était le concept de bourgeoisie politico-bureaucratique. Ça veut dire des gens qui, à partir de l'État et à la périphérie de l'État, s'enrichissent. Hier, c'était vrai, mais c'est plus vrai aujourd'hui que jamais. On a vu des gens qui étaient de grands maniants au niveau du secteur privé. Mais aujourd'hui, ils sont tous partis se faire ministre, se faire député, président de l'Assemblée nationale et autre chose. Quelle est la logique de ces positionnements? Il n'y a pas une vraie rupture entre la sphère publique et la sphère privée. Du tout. Parce que l'État est aujourd'hui l'institution, non seulement au plan politique, mais au plan économique, la plus importante. L'essentiel des richesses sont accumulées ou sont détournées autour de l'État. L'État est un enjeu capital dans une société comme la société sénégalaise. De telle sorte qu'aujourd'hui, concernant Benno Bokk Yakaar, je crois que le problème de Benno Bokk Yakaar, c'est qu'on a voulu transformer ce que j'appelle une alliance tactique en une alliance stratégique. Parce que Benno Bokk Yakaar 1, que je peux appeler Benno Bokk Yakaar pour, à partir du 2e tour, écarter Maître Wade, c'est ce que j'appelle Benno 1. L'alliance, c'était, il fallait écarter Maître Wade. Une fois que Maître Wade a été écarté, il fallait gagner les législatives. Donc c'est Benno Bokk Yakaar 2, gagner les législatives ensemble.
Mais une fois que les législatives ont été gagnées, il se profile maintenant les élections locales. Et les élections locales sont la mise en train pour la présidentielle. Est-ce que vous pouvez concevoir, lors des prochaines élections locales, que dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, par exemple, que la capitale soit donnée au PS avec Khalifa Sall, que la grande ville de Kaolack soit donnée à l'AFP, que Thiès naturellement revienne à Idriss Seck, que Mbour revienne à Ousmane Tanor Dieng, mais ça veut dire que le président est presque battu avant d'être aux prochaines présidentielles. Et ça voilà l'enjeu aujourd'hui. Ça préfigure souvent les locales, la présidentielle. Mais absolument. Voilà aujourd'hui l'enjeu et la cause explicative des contradictions aujourd'hui qu'il y a au niveau de Benno Bokk Yakaar. Moi, à mon sens, j'aurais eu à conseiller le président, mais je lui aurais dit, consolide ton parti d'abord, massifie l'APR, structure l'APR, discipline l'APR, mais surtout, ne romps pas avec Macky 2012. Parce que les gens de Macky 2012, quel que soit le niveau d'indiscipline, ont été les alliés stratégiques de Macky. Parce que, avant le premier tour, ils ont décidé de faire bloc autour de Macky Sall et d'en faire leur président. Mais là, ils font du chantage, là. Non, je crois que il vaut mieux, pour moi, il vaut mieux avoir les gens de Macky 2012 que d'avoir la défunte CAP 21. Parce qu'à la CAP 21, il suffisait que les gens reçoivent leur prête-bande pour qu'ils se taisent. Mais aujourd'hui, Macky 2012 est une sorte de mauvaise conscience pour le pouvoir. Et vous savez que les mauvaises consciences font avancer les gens. Ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas, ils le disent. Je crois qu'il est temps aujourd'hui que le président les reçoive, discute avec eux et trouve un moyen d'aller avec eux ensemble tout en les disciplinant. Oui. Ensuite, l'autre chose, mais il faudrait aujourd'hui aussi que l'APR se définisse par rapport à sa conscience politique. L'APR, c'est quel type de parti? Est-ce que l'APR c'est un parti? Est-ce que l'APR est aujourd'hui un parti? Non, ça je ne saurais y répondre. C'est une question qu'on... Est-ce qu'aujourd'hui l'APR est un parti libéral? Est-ce que l'APR est un parti social-démocrate? Est-ce que l'APR est un parti communisant? Il faudrait aujourd'hui, parce que statistiquement, on se rend compte à partir du premier tour qu'il y a aujourd'hui une majorité politique et sociologique libérale dans ce pays. Abdoulaye Wade avait 42%, Macky Sall avait 22%, Idriss Seck avait 7%, mais ça fait plus de 70% de l'électorat. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall peut redevenir président en 2017 en ignorant sa base sociologique et politique libérale? Ça aussi, la question de son ouverture par rapport à ses frères libéraux est aujourd'hui une question posée à résoudre. Et aujourd'hui, chaque fois que d'ailleurs les gens de l'APR parlent d'ouverture, vous entendez les gens du PS, de l'AFP qui disent non, il ne faut pas favoriser la transhumance, alors que chez eux, il y a la transhumance. Il y a des militants du PDS qui rejoignent le PDS, le PS, il y a des militants du PDS qui rejoignent l'AFP, mais pourtant ils n'en parlent pas. Oui. Mais Moudignan, est-ce que tout ça, ce n'est pas des calculs politiciens au moment où le Sénégal demande vraiment autre chose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de travail, de développer le pays, on a des querelles politiques, de positionnement de partis politiques, de recomposition, de transhumance? Tout est calcul politicien au fond au Sénégal. Aujourd'hui comme hier, surtout à partir de 2000, mon ami a parlé tout à l'heure de risques qui sont autour du président dans la coalition, etc. C'est vrai. Mais ces gens-là ne se sont pas enrichis du jour au lendemain. C'est surtout à partir de 2000, le président Abdoulaye Wade, nous nous souvenons, qu'il disait qu'il allait fabriquer des milliardaires. Et il en a fabriqué. Ce sont ces milliardaires-là que nous avons maintenant. C'est lui qui les a fabriqués, ça aussi, il faut le rappeler. Maintenant, Macky 2012, c'est vrai, c'est des gens qui parlent, ils protestent. Mais en réalité, on comprend le sens de leur réaction. C'est des gens qui sont frustrés, ils le disent d'ailleurs, directement, que le président de la République n'a pas été loyal avec eux, etc. Il n'a pas respecté ses engagements. Eh bien, nous n'avons pas de direction, nous n'avons pas, etc. Ils parlent pour eux-mêmes, en réalité. Maintenant, pour le reste, pour ce qui est de Benno Siggil Sénégal, moi, Benno Bokk Yakaar, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les gens. Souvent, quand on présente Benno Bokk Yakaar comme étant une coalition qui empêche le président de la République de gouverner, etc., le président de la République est pris en otage par... Mais ça, c'est faux, ça. Mais est-ce que ça n'empêche pas aussi le jeu démocratique de se faire? En tout cas, c'est manquer de culture démocratique que de dire que le président de la République, eh bien, la coalition l'empêche de gouverner. Personne ne peut empêcher le président de la République du Sénégal de gouverner. Le président de la République du Sénégal,
c'est la clé de voûte de toutes les institutions. Surtout celui-là, il a été élu à 65% des voix. De 2 millions de personnes, hein? Bon, c'est important. Mais bref, en tout cas, si on considère le nombre des inscrits. Électorat, oui. Voilà. 65%, il était confortablement élu. Le président de la République, en tant que président, la Constitution lui reconnaît la prérogative de définir sa politique et de nommer un gouvernement pour l'appliquer. C'est lui qui nomme à tous les emplois civils et militaires. Mais le président là, il a tous les moyens. Mais il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Sa coalition est majoritaire à l'Assemblée nationale. Députés, hein? Sa coalition est majoritaire à l'Assemblée. Et le président de la République nous a dit, ses collaborateurs également nous le répètent à l'envi, que dès qu'il a claqué la porte, n'est-ce pas, du PDS, eh bien il s'est lancé dans la conquête de l'intérieur du pays. Il a visité les hameaux les plus humbles. Et il a pris connaissance, n'est-ce pas, des besoins, des aspirations du peuple sénégalais. Et avec ces aspirations, il a élaboré un programme, le Yonou Yokote. Il est maintenant aux affaires. Il a nommé un gouvernement. Il a nommé des directeurs généraux. Il a nommé, etc. Mais qu'il gouverne? Personne ne peut empêcher le président de la République du Sénégal de gouverner. Mais est-ce qu'il a comme dit mon ami l'autre. On revient au choix des personnes. Est-ce que les gens qu'il a choisis sont capables justement de mettre ça en œuvre? À qui la faute? C'est le président. Il a tous les moyens de gouverner. Qu'on ne me dise pas que le président de la République est l'otage de quelque personne que ce soit ou de quelque coalition que ce soit. Le président de la République du Sénégal ne peut être l'otage de personne. Il a tous les moyens de gouverner. En particulier, il a le fameux décret, il y a les fonds politiques. Personne ne peut l'empêcher de gouverner. Maintenant, est-ce qu'il a une vision assez claire de là où il veut mener le pays? Est-ce qu'il nomme les hommes qu'il faut et les femmes qu'il faut? C'est là le problème. Le président de la République a un problème de nomination d'hommes et de femmes. Mais personne ne l'empêche de gouverner. Il dispose de tous les moyens pour gouverner à sa convenance. Youssou, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, l'APR n'a que 62 ou 64 députés, sur une centaine peut-être qui sont là-bas? Est-ce que cette coalition, si elle saute Benno Bokk Yakaar, le président n'est pas de trouver dans les difficultés? D'ailleurs, Imam Mbaye a dit sur cette antenne que Benno a déjà trouvé un siège au niveau du G2. Oh, là, je pense que peut-être que le président est un homme politique très avisé, et je sais qu'il saura prendre ou faire les choix qui lui permettront de continuer à gouverner. Mais aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar, tel qu'il fonctionne, est devenu une espèce de piège pour le président de la République. Parce que qu'est-ce qui se passe? On lui dit, vous avez tous les pouvoirs. C'est vrai, il a tous les pouvoirs. Mais aussi les autres ont les pouvoirs, ont les avantages du pouvoir, mais non pas les inconvénients du pouvoir. Parce que celui qui prend des coups, celui qui pâtit des difficultés dans ce pays, c'est le président et son parti. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de jeter les jalons d'une alliance stratégique. C'est-à-dire d'une alliance avec toutes les personnes qui sont d'accord pour la réélection de Macky Sall en 2017. Avec le PDS? C'est ça? Non, avec le PDS, il y a déjà un contentieux qu'il faut régler d'abord. Les prisonniers du PDS. Il va être difficile de s'allier avec le PDS dans les conditions de prisonniers du PDS et particulièrement de Karim Wade en prison. Mais il faudrait que la justice fasse son travail, semble-t-il. C'est une question de justice, non? Je crois que sur cette question, d'ailleurs pour répondre à mon doyen tout à l'heure, tout le monde ne s'est pas enrichi avec Souad. Tout le monde ne s'est pas enrichi, non. Tout le monde. Non, laissez-moi poursuivre. Le compte cadre était là avant Abdoulaye Wade, le long cadre était là avant Abdoulaye Wade, les licences de pêche étaient là avant Abdoulaye Wade, etc., etc. Donc j'ai dit toutes ces personnes qui depuis 10 ans ou 12 ans ne travaillent pas et qui gèrent des partis politiques, qui ont participé à toutes les élections, où est-ce qu'ils ont pris l'argent qu'ils ont? Ces personnes qui sont devenues subitement des milliardaires, par on ne sait quel moyen. Ces gens-là, je crois que les Karim Wade et autres ont bon dos. Moi, j'aurais été le président aujourd'hui. Je vais remettre les compteurs à zéro. Il faudrait auditer depuis 60. Il faut auditer depuis 60 aujourd'hui. Il faut remettre les compteurs à zéro. Parce que ce pays-là, les difficultés qu'il a eues, les gens qui ont démissionné à la présidence, c'est des gens dont les fils aînés ont quasiment l'âge ou sont plus âgés que le président Macky Sall. Et ces gens-là sont toujours là. Ils sont là depuis 60. Ils font partie des problèmes de ce pays. Il y a un problème générationnel dans ce pays. Parce que moi, celui qui a l'âge de mon fils, je n'accepterai pas qu'il me commande d'une certaine manière. Il y a des choses
c'est humain, je ne pourrais pas l'accepter. La démission de Jacques Diouf, de Doudou Ndoye et de l'autre, comment il s'appelle, je les mets dans ce cadre-là. Le repositionnement d'un Aziz Tall qui était un haut fonctionnaire comme directeur de cabinet du président relève du souci aujourd'hui de mettre des hommes d'État aux grandes fonctions d'État. Donc je pense qu'aujourd'hui... Mais est-ce que la logique est poursuivie? C'est ça le problème. Non, je crois que c'est ce processus-là aujourd'hui qui est en train de déranger. Vous avez vu dans la plupart des ministères, des hauts fonctionnaires sont rappelés pour occuper les fonctions stratégiques. De plus en plus, les nominations sont de moins en moins politiques. Je crois qu'on est en train de... C'est un processus. Dans des choix, on peut se tromper, surtout après une alternance. Ça, je crois qu'on peut le concéder au président. Mais il dit, j'ai besoin de m'entourer des gens humbles. Les gens humbles, ça veut dire des gens qui sachent d'abord obéir à leur chef, qui reconnaissent leur chef et qui acceptent les directives et les instructions qu'il leur donne. À la condition, bien sûr, que ces directives et instructions soient conformes au droit, soient conformes à l'intérêt général. Et je crois que jusqu'à présent, c'est le cas. Et lorsqu'on a vu certaines réactions, mais on a compris que certains étaient à certaines positions, mais en vérité, n'étaient pas de véritables hommes d'État. Donc je crois que dans ce pays, outre les problèmes politiques, outre les problèmes d'intérêt, il y a un conflit de génération. Macky doit gouverner principalement et fondamentalement avec les gens qui sont de sa génération. Le Sénégal ne peut pas changer si on veut faire du neuf avec du vieux, c'est pas possible. Modignan, est-ce que cette génération dont on parle aujourd'hui, elle est prête à être prête à l'emploi, comme on dit? Parce qu'on parle souvent de génération, il y a aussi les anciens, peut-être qui ont de l'expérience à donner aux jeunes. Mais est-ce que les jeunes aujourd'hui dont on parle aujourd'hui, ils sont carrément obnubilés par travailler pour leur pays? Bon, je répondrai à ta question. Auparavant, je me permets de revenir un peu sur... Vous savez, mon cher ami, dit Maître Macky doit faire appel à toutes les personnes qui sont d'accord sur sa réélection en 2017, etc. Et c'est là que ça va poser problème. S'il ne s'intéresse qu'aux personnes qui vont travailler à sa réélection, on aura des problèmes. C'est là que la politique politicienne va faire encore des ravages. Absolument des ravages. Je crois que le président de la République doit avoir en vue davantage le développement du pays que sa réélection. C'est vrai, la prochaine génération. Il doit penser quand même aux prochaines générations. Davantage qu'à sa réélection. Mais ne penser simplement à des personnes qui sont d'accord sur sa réélection, je crois que ça pose problème. Je ne connais pas le compte de ces gens-là dont tu parles, ces milliardaires, qui sont subitement devenus milliardaires. Ça n'a pas existé du temps de Senghor. Des gens devenus subitement milliardaires. Ça n'existait pas du temps de Senghor. C'est du temps d'Ablaye qu'on a vu des gens partir de zéro, et qui sont devenus milliardaires en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, il faut le dire quand même. Du temps de Senghor, il n'y a pas eu de gens devenus subitement milliardaires. C'est vrai, il y avait l'ONCAD, il y avait le compte K2, il y avait tout ça. Je suis d'accord avec toi, il fallait remettre les compteurs à zéro, auditer à partir de 1960. Mais vous avez été au pouvoir pendant 12 ans. Vous aviez toutes les manettes du pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas audité depuis 1960? Le fameux compte K2, pourquoi vous n'avez pas audité? Les licences de pêche, pourquoi vous avez audité les licences de pêche? On connaît la suite. Mais ça, c'est pas notre faute. Pendant 12 ans, vous avez la possibilité de faire tout ça. Et vous attendez maintenant pour nous dire qu'on doit auditer aujourd'hui à partir de 1960. Oui, mais Modignan, il y a le rapport de la Cour des comptes aujourd'hui qui a épinglé certaines personnalités qui sont proches du président. Mais, on ne voit pas encore des mesures qui ont été prises. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai les 2 rapports. C'est un scandale d'ailleurs. Et d'ailleurs, les magistrats financiers se plaignent. Ils disent que chaque année, les mêmes recommandations reviennent. On ne les applique pas. Quand vous voyez que le directeur du port de Dakar donnait des billets pour la Mecque à Mboup, comment il s'appelle? Pape Samba Mboup, qui est proche des mallettes du président de la République. Celui-là, on n'a pas lui donné des billets de la Mecque. On n'a pas donné des billets de la Mecque à un Pape Diop. Mais à un Baldé. Mais c'est un scandale. Ce maire qui recrute une ménagère, une cuisinière et une lingère qui travaillent chez lui et qui sont payés par la mairie. Il est pris la main dans la vague. Mais il n'y a rien. Mais c'est extraordinaire. Il faut absolument que l'on punisse les délinquants. Et ces 2 rapports ont mis en lumière qu'il y a énormément de délinquants aujourd'hui dans le pays. Il faut quand même, il faut les... Donc,
je crois que M. Diallo est dans son rôle parce que on ne parle pas de la génération aujourd'hui. La nouvelle génération, est-ce qu'elle est prête pour prendre la relève? Je ne crois pas que cette nouvelle génération-là soit prête à prendre la relève. Pourquoi? Elle n'est pas préparée à ça. En tout cas, je ne vois pas vraiment dans l'entourage du président. Il y en a certainement, il y a des jeunes, etc. Mais je ne crois pas qu'ils soient suffisamment préparés pour prendre la relève immédiatement. Moi, je pense qu'il est fort possible de gouverner en mettant ensemble les coalition. gens de la... Oui, absolument. Mais cette coalition, les gens... Est-ce que les coalitions permettent un débat démocratique? Les coalitions au Sénégal? Oui. Non, parce que les gens... On a l'impression d'être dans une sorte de pensée unique. S'accrochent davantage à leur prébande qu'à des questions de fond qui intéressent le pays. En réalité, ça, il faut le reconnaître. Le débat de fond dans nos coalitions, je ne crois pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du temps de la... Les gens reprochent à la coalition là, un certain nombre de tares. Mais c'est exactement... Le processus que vous avez décrit tout à l'heure, les gens qui sont arrivés au pouvoir avec Macky, etc., premier tour, deuxième tour, c'est exactement la même chose qui s'était passée avant 2000. Moi, j'étais là, dans la coalition alternante 2000. C'est exactement la même chose qui s'était passée à Ouad. Et vous ne vous en plaignez pas? C'était exactement la même chose. Mais Youssou Touré, le problème aujourd'hui, est-ce que les questions de fond, Youssou Diallo, les questions de fond sont posées dans ce pays? On dit que l'agriculture, c'est la feuille de route qui veut permettre au Sénégal de sortir de la misère dans laquelle nous sommes. Mais apparemment, les choses ne bougent pas. Non, au contraire, parce que je peux en parler. Où les choses qui bougent? D'abord, avant d'en venir, je crois que doyen, je n'ai pas dit qu'il faut faire appel à ceux qui sont favorables à Macky pour tenir l'État. Non, j'ai dit ceux qui sont d'accord pour sa réélection. J'ai dit ceux qui sont d'accord pour sa réélection, il fait avec eux une alliance stratégique au plan politique. C'est ce que j'ai dit. Et là, je suis précis, vraiment. Et j'ai dit, d'ailleurs, plus loin, que c'est en train de changer la patrie avant le parti, parce que de plus en plus, il prend des gens qui ne sont pas de son camp, ou des fois même des gens qui n'ont pas adhéré à son parti. J'en suis un exemple. Aujourd'hui, je suis conseiller technique numéro 1 du ministère de l'Agriculture. Non, je vous dis. Je vous dis, c'est parce que ce n'est pas parce que je suis parti adhérer à l'APR ou que je chante le président que j'ai été nommé à ce niveau. Et il y en a d'autres. Je ne le dis pas. Voilà. Donc maintenant, pour en revenir à la question sur l'agriculture, je crois que tant qu'on est à Dakar ou dans certaines villes, il y a de véritables transformations aujourd'hui qui sont en train de s'opérer. Il y a une véritable révolution agraire qui est en train de s'opérer dans ce pays. Ah bon? C'est que malheureusement, avec la fumée, l'effet d'écran, on ne voit pas ce que c'est. Savez-vous aujourd'hui que vous allez dans la vallée du fleuve Sénégal, mais il y a des fermes agricoles qui font des productions records et qui exportent dans les plus grands pays. Ne sont pas au courant de ça? Les Sénégalais ne sont pas au courant de ça. Mais bien sûr, il y a un problème de communication. Vous allez un peu partout là où on cultivait du riz dans le temps passé, mais la culture du riz est revenue. Le Sénégal va atteindre l'autosuffisance en riz avant 2017. Mais est-ce que cela a permis de diminuer la facture d'importation de riz au Sénégal? Non, bien sûr, parce que aujourd'hui, la production de riz est arrivée jusqu'à 500 000 tonnes de riz blanc. Non, ça c'est constatable. Mais il est où ce riz-là? On ne le voit pas, ce riz-là. Il est où? Non, ça, je veux dire que... Je pose, vous il y a... Non, je vous en prie, laissez-moi terminer. Je vais terminer et puis vous allez prendre la parole. Je disais tout à l'heure, pour en revenir sur la question de l'agriculture, qu'il y a une véritable révolution qui est en train de s'opérer dans le secteur de l'agriculture. Moi, j'en parle parce que moi, je suis un énarque inspecteur de la coopération. Je suis sorti en 1987. Je suivais l'agriculture, j'ai connu l'agriculture à l'époque et j'ai vu l'agriculture aujourd'hui. Je vous assure que d'ici quelques années, les Sénégalais vont être étonnés des bons que notre agriculture va réaliser. Ah bon? Maintenant, ça, je ne peux pas tout de suite vous convaincre parce que vous n'avez pas vu ou bien vous n'avez pas été sur le terrain pour voir ce qui est en train de s'opérer. Énormément d'investisseurs aujourd'hui sont en train de venir mettre beaucoup d'argent, beaucoup de milliards au niveau de l'agriculture. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de retourner à l'agriculture. Beaucoup de fonctionnaires ou de gens qui étaient là sont en train de retourner. Mais malheureusement, pour en revenir à la question que nous avions abordée tout à l'heure, le Sénégal a un problème. Lequel? Personne ne veut aller à la retraite dans ce pays. Ah bon? Personne. Autant les fonctionnaires, autant ceux qui étaient au niveau du secteur privé. Même les marabouts ne veulent pas aller à la retraite. On est khalife de son père. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.
le plus âgé revient, etc. etc. Donc ça veut dire que le Sénégal a un problème culturel. Il faut même, une réforme, voire même une révolution culturelle dans ce pays. Parce qu'il y a 3 valeurs aujourd'hui qui sont en déperdition dans ce pays. La première valeur, c'est la valeur travail. Les gens préfèrent le larbinisme, préfèrent la filouterie, préfèrent être des parasites que de travailler. Deuxièmement, les Sénégalais n'est pas endurant. Le Sénégalais n'aime pas la difficulté. Le Sénégalais n'aime pas résister, ni physiquement, ni moralement. Vous avez vu nos joueurs, vous avez vu nos basketteuses, etc. Chaque fois que c'est dur, ils plient, ils courbent les chines. Et ça se retrouve chez chacun d'entre nous. L'autre problème, c'est la droiture. Les Sénégalais n'aiment pas être à cheval sur la loi. Le Sénégalais n'aime pas être à cheval sur les convenances. Le Sénégalais n'aime pas obéir. Le masla. Sans parler du masla, etc. Donc, en plus de la croissance économique, en plus de l'émergence économique, tous les pays qui ont été émergents, pour la plupart, ont été dirigés par des régimes relativement forts, voire des dictatures. Et aujourd'hui, au Sénégal, la question de l'État, d'un État fort, d'un État de droit est fort, c'est une question posée et à résoudre. Et je crois que si le président Macky Sall veut faire avancer ce pays-là, il y a nécessité non seulement de préserver l'État, parce que notre démocratie et notre renommée internationale, ce n'est pas l'œuvre de nos politiciens, mais c'est l'œuvre d'une administration républicaine et de qualité que nous avons. C'est l'œuvre d'un peuple qui est profondément démocrate. Mais nos politiciens aujourd'hui sont très en retard par rapport à notre peuple et par rapport à notre administration. Justement, Moudigna, l'État fort aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé à l'université, le saccage du rectorat, ou la polémique s'enfle entre aujourd'hui le rectorat qui accuse les étudiants qui accusent le recteur, le SAES qui est dans un débat mi-figue, mi-raisin par rapport à cette histoire-là. Est-ce que l'État fort doit revenir pour que chacun respecte les choses mises en place par les Sénégalais qui proviennent de leurs impôts? Mais l'État doit être fort. Absolument, un État doit être fort. Malheureusement, l'État au Sénégal est frileux. Parce que nous avons un État encore politicien, il faut dire la vérité. Nous avons un État frileux qui recule à la moindre incartade. Maintenant, tout le monde, c'est des grèves de la faim, c'est des... j'ai entendu les travailleurs de Dakar me dire que réclamer 5 milliards de francs CFA d'heures supplémentaires. Alors que tout le monde sait que dans cette structure-là, même les heures normales ne se font pas. Mais ce que les étudiants font, c'est absolument inacceptable. L'État ne doit pas rester passif devant ce que font les étudiants, devant ce que font d'autres travailleurs dans la rue, etc. Vous entendez parfois des gens à la radio, nous allons mettre le pays à feu et à sang. Si on ne satisfait pas nous allons... Mais c'est extraordinaire ça dans un pays démocratique. La démocratie, la démocratie a des normes. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. L'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités. Un État doit être fort, sinon nous n'allons pas loin, nous ne serons jamais un pays émergent. Est-ce que nos dirigeants ont ce courage-là? Ils n'ont pas ce courage parce que c'est des politiciens. Voilà la vérité. Je dis, tant que nos politiciens, le président de la République en particulier, a les yeux rivés davantage sur sa réélection que sur le développement du pays, eh bien nous aurons des problèmes. Ça, notre État est faible, il faut le dire. Or, nous avons besoin, pour sortir de cette situation-là, d'avoir un État fort. Je ne dis pas un État... Je n'aime pas les dictateurs, mais il faut absolument un État fort. Maintenant, cela dit, pour revenir à cette question... Mais est-ce que l'État peut être fort dans un pays où même les citoyens ne respectent rien? Par exemple, si vous allez en feu rouge... Mais il faut, si l'État est fort, le citoyen respecte. En feu rouge, il y a des responsables qui viennent, qui refusent certains feux rouges. Parce que c'est l'impunité. Les gens ne sont pas punis, les gens font ce qu'ils veulent. Je suis tenté d'ailleurs un jour, je suis tenté de demander... Moi, j'aurais aimé que la télévision, la TFM, mette à ma disposition une caméra à Dakar, ce qui se passe à Dakar. Pour filmer ce qui se passe. Mais c'est extraordinaire. Quand on voit ce qui se passe à Dakar, c'est lamentable. On a l'impression que le pays n'est pas gouverné. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Nos gouvernants ne prennent pas leurs responsabilités. Alors, tu me permets de dire un mot sur l'agriculture. Je souhaite que vous ayez raison. Cette révolution-là qui est en train de se faire. Je ne suis pas énarque, mais je suis fils de paysan. Je suis exactement la marche de l'agriculture. Je sais que nous disposons de vastes terres. Énormes. Nous avons de l'eau en surface, nous avons de l'eau en profondeur. Nous avons des bras, nous avons des esprits. Nous avons beaucoup d'ingénieurs, etc., de toutes les catégories. Mais on est prisonnier des importations. Malheureusement, 53 ans après,
combien de tonnes de riz nous importons annuellement? Combien de milliards ça nous coûte? J'ai entendu le ministre... 600 à 700 milliards de francs CFA. J'ai entendu le ministre de l'Agriculture dire que rien que l'importation des produits laitiers nous coûte 65 milliards par an. Oui, on verse du lait dans le foutard. Voilà. Donc, c'est vrai. Vous dites que des milliards sont investis et vont être investis. Je suis très prudent avec ces milliards qu'on investit. Je rappelle que quand le président de la République a eu cette idée géniale de la Guana, les gens ont crié, ça va être l'autosuffisance. Dans 2 ans, 3 ans, etc. Et lui-même, l'initiateur, il reconnaîtra avoir mis 435 millions dans la Guana. Malheureusement, ces milliards ne sont pas arrivés à leur destinataire. Ils ont été captés par les intermédiaires. C'est le président de la République lui-même qui l'a dit. Par des prédateurs. Combien de milliards a-t-on injecté dans la SAED, dans la Sodifitex, dans la Sodagri, etc., de 1960 à nos jours? Il était bon quand même d'auditer tous ces milliards-là, de dire combien de milliards a-t-on dépensé et de comparer avec les résultats dérisoires. Donc, quand vous me dites que des milliards vont être injectés, je suis d'accord. Je pousse. Il faut injecter des milliards dans l'agriculture. Mais il faut les encadrer. Parce que Maître Wade en a injecté beaucoup pour des résultats dérisoires. Par rapport à l'université, ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Oui, là je suis très à l'aise pour en parler. Parce que les étudiants eux-mêmes, il y a des accusations, contre-accusations. Les étudiants accusent le rectorat d'avoir recruté de nervis. Le rectorat accuse les étudiants d'avoir saccagé. Il y a un vrai problème. Oui, là je suis d'accord avec les gens du CAS qu'il faut faire une enquête pour déterminer les responsables. Mais de toute façon, nous le constatons tous les jours, la situation à l'université. Moi qui suis un dirigeant de du mouvement étudiant, parce que je rappelle que c'est avec les Babacar Ndao, nous qui avons créé la commission sociale des étudiants. Nous avons été les premiers élus en 1983. Et à l'époque, l'université comptait 12 000 étudiants, nous avions plus de 4 000 voix chacun. Mais nous étions des étudiants volontaires. Moi, j'ai siégé pendant presque 4 ans à la commission des bourses. Je n'étais pas boursier. J'ai déboursé de ma poche pour prendre le bus et aller à la direction des bourses, représenter les étudiants. Je revenais. Je ne dormais pas la nuit, je séchais les cours pour donner les informations aux étudiants. On passait la nuit à coller des affiches, à écrire des tracts, à représenter les étudiants, à les défendre un peu partout. Mais nous n'avons jamais fait de casse. C'est inacceptable. Quand nous n'étions pas d'accord, nous étions en grève, nous bloquions l'université de manière pacifique. Mais néanmoins, nous allions négocier. Et une fois en 1984, nous avions fait 3 mois de grève. Nous avions eu des acquis. Les gens ont dit, maintenant nous avons des acquis, mais nous voulons 2 sessions. Les autorités nous ont convaincus, nous leur avons dit que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous avons fait 3 mois de grève, nous ne pouvons pas avoir 2 sessions. Nous allons assumer la session unique. Et nous avions été responsables en ce moment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Et je crois que la presse aussi participe dans l'effondrement et l'affaissement de ce pays. Quand je vois des télévisions montrer des étudiants qui ont pris en otage des bus, qui ont mis en dessous de ces bus de l'herbe, qui ont mis du bois, etc., qui déclarent qu'ils vont brûler les bus s'ils n'obtiennent pas de satisfaction, et que des télévisions montrent cela, je dis que c'est lamentable. Des étudiants, lux mea lex, c'est ça la devise de l'université, lumière et ma loi. Donc c'est la critique, l'arme de la critique à la place de la critique des armes. Donc c'est l'intelligence à la place de la force brutale. C'est l'intelligence à la place de vandale. C'est l'intelligence à la place de hors-la-loi. On n'a pas besoin d'étudiants hors-la-loi. Aujourd'hui, c'est l'économie du savoir. L'économie nouvelle, c'est l'économie du savoir. Mais quelle est la Nous avons besoin des gens qui ont du savoir et non des gens qui planissent les muscles tout le temps. Voilà. Des dirigeants, ceux qui à l'université qui doivent mettre en place des règles. Je suis entièrement d'accord avec vous sur la situation que vous décrivez. Mais nous sommes en train de gérer aujourd'hui l'héritage de Wade. C'était une faute lourde de dire je donne la bourse ou l'aide à tous les étudiants. Tous les étudiants également sont acceptés à l'université. Les bacheliers sont orientés. Mais c'est pas possible. On ne peut pas orienter tous les étudiants à l'université. L'université est un pôle d'excellence. Vous voyez des milliers de bacheliers qui ont peiné à avoir le bac, qui ont une moyenne annuelle de 8 à 9, qui arrivent péniblement à décrocher le bac après le 2e tour. Vous les envoyez, c'est des étudiants médiocres, vous les envoyez à l'université, mais ils sortent sans un parcours. Mais est-ce que c'est pas aussi la responsable de l'État de mettre en place un système qui permet à ceux-là qui ne peuvent pas à l'université de se faire former? Il faut un certain nombre de filières. Et pas seulement. L'université, c'est un pôle d'excellence. C'est fait pour les bons étudiants qui peuvent réussir. Mais à côté, il ne faut pas laisser en rade ceux qui ne peuvent pas y aller. Il faut un certain nombre de filières, surtout professionnelles. Il faut former les gens.
des formations courtes, etc., qui débouchent sur l'entreprise. En maçonnerie, en plomberie, dans d'autres métiers. Voilà, il faut donc réhabiliter la formation professionnelle, mais tous les étudiants ne peuvent pas être destinés à être orientés. Et ensuite, tous les étudiants ne peuvent pas bénéficier d'aide. Ça n'existe dans aucun pays. Nos autres doivent avoir le courage de dire la vérité à ces étudiants-là. Par exemple, on ne peut pas comprendre qu'on continue de s'inscrire à 4 000 francs. Non. Moi, je suis entièrement d'accord. Il faut absolument que les étudiants payent des droits d'inscription. Mais il faut offrir aussi une perspective. Il faut que ces droits-là soient gérés de façon à ce que l'université sente qu'effectivement, il y a de l'argent injecté. Mais l'État doit prendre ses responsabilités. On ne doit pas permettre aux étudiants de faire ce qu'ils veulent. De permettre d'ailleurs à tout citoyen de faire ce qu'il veut. Un État est un État. L'État doit être fort. Malheureusement, l'État du Sénégal ne l'est pas, à cause de la politique politicienne. Youssou Diallo, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, ces bacheliers qui ont réussi, leur offrir une perspective aussi? Absolument. Il faudrait bien qu'on les prenne en charge. Non, je suis absolument d'accord. Autant l'État doit assumer ses responsabilités, ça veut dire d'abord élargir la concertation, instaurer une concertation permanente, prendre à bras le corps les véritables problèmes de l'université, qui sont la massification, il y a une massification extraordinaire, la syndicalisation anarchique, autant au niveau des enseignants que des étudiants, prendre en charge les questions d'orientation avec nos systèmes éducatifs qui doivent s'élargir par la base et remonter progressivement vers le sommet. Parce que le système universitaire, quoi qu'on en dise, ne peut pas être on ne peut pas avoir une université du peuple. L'université doit regrouper des élites, et des élites bien formées qui vont permettre de reproduire le savoir à un niveau supérieur. Mais de la façon dont aujourd'hui notre université fonctionne, vous entendez même les enseignants, les représentants des syndicats d'enseignants. Mais quand vous les écoutez, mais vous dites, écoutez, ce pays est en danger. Ce pays est en danger. Parce que c'est des gens qui, pour la plupart, d'ailleurs, même quand ils étaient étudiants, mais n'étaient pas des étudiants militants qui se battaient. Et là aussi, il y a les partis politiques qui sont délités. Avant, les partis formaient leurs militants. Vous étiez militant d'un parti politique, mais vous connaissiez au moins les béabas de la politique. Vous saviez un peu qu'est-ce que c'est la constitution, qu'est-ce que c'est un peu le droit. Mais aujourd'hui, les gens que vous voyez diriger les étudiants, je crois que cette révolution culturelle dont je parle... Ceux-là qui n'ont pas le bac, il ne faut pas le laisser en rade. Non, du tout. J'ai dit un système éducatif qui valorise depuis la maternelle jusqu'au niveau de l'agrégation. Maintenant, en offrant des filières alternatives pour en fait diversifier, répondre aux demandes agricoles, aux demandes de l'élevage, aux demandes en service, aux demandes de la pêche, etc. etc. Tout le monde ne peut pas être savant. Il doit y avoir peu de savants, mais il doit y avoir beaucoup de techniciens. Et voilà comment un pays se développe. On ne peut pas avoir un pays qui n'a pas d'ouvriers. On ne peut pas avoir un pays qui n'a pas de paysans. Ce sont ces gens-là qui produisent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est sur cette voie? Pas du tout, pas encore. Nous ne sommes pas sur la voie. L'enseignement général prend encore largement le pas sur les autres enseignements. Il faut revenir, il faut réhabiliter la formation professionnelle, la formation technique et professionnelle. Et de ce point, il faut des lycées, il faut des collèges, il faut des structures qui accueillent un certain nombre de bacheliers. Nous avons besoin de cadres intermédiaires. Nous avons besoin d'ouvriers, nous avons besoin de plombiers, nous avons besoin de menuisiers, nous avons besoin, mais des gens vraiment formés à bonne école. C'était Rémi Ménage avec Mourignan, écrivain et ancien inspecteur de l'enseignement, membre de la société civile, et Youssou Diallo, ancien dirigeant des mouvements étudiants, ancien conseiller du président et ancien conseiller spécial du Premier ministre, économiste et anarque. Au micro, Alassane Sambodjo, technique Abdoulaye Diop. Excellent dimanche à tous.